Bien, écoutez, je vous propose de commencer notre réunion. Je suis Aurélie Pic, c'est moi qui vais organiser, animer nos échanges ce soir. Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième webconférence qui est organisée dans le cadre de la concertation préalable relative au projet d'extension d'augmentation des capacités de l'usine Georges Besse II d'Orano. Webconférence qui a pour thème le contexte géopolitique et les enjeux commerciaux du projet. Notre réunion va être organisée en plusieurs temps, un temps d'introduction qui est en cours, puis une première présentation par Orano du projet dans son contexte géopolitique et ses enjeux commerciaux, qui sera suivi d'un échange, d'un premier temps d'échange avec le public qui sera d'environ 25 minutes, qui sera l'occasion de poser des questions et de faire des observations, des contributions sur le projet, puis une table ronde entre les associations qui sont présentes ce soir sur le thème de le projet est-il opportun dans le contexte géopolitique actuel. Cette table ronde qui durera une trentaine de minutes et qui sera l'occasion pour le public d'assister à un débat entre les associations sur ce sujet et à nouveau un nouveau temps d'échange avec le public pour là aussi des questions, des observations à la fois sur le projet en tant que tel si il reste des questions et puis également peut-être des questions qui seraient adressées aux associations qui viendront d'échanger ou de débattre devant vous. On a calibré cette réunion pour qu'elle dure environ 2 heures, donc elle nous amène autour de 20 heures pour qu'on puisse vous libérer ensuite pour vos activités de la soirée. Les intervenants qui sont donc présents ce soir pour l'ensemble de cette réunion, donc Jacques Pétieux pour Orano, qui est directeur de Orano Chimie Enrichissement, les 3 garants qui ont été désignés par la Commission nationale du débat public, donc Isabelle Barthes, Étienne Balland et Denis Cuvillier, Pauline Boyer pour Greenpeace, Yves Marignac pour Negawatt, qui finalement ne peut pas être présent, qui est excusé, mais qui, si on y arrive, on essaiera de passer la petite vidéo qu'il a préparée. C'est en cours de réglage. André Dubois pour PNC, donc Patrimoine nucléaire et climat, et Valérie Faudon pour la SFEN, Société française d'énergie nucléaire. Donc, je remercie l'ensemble des participants d'ailleurs d'avoir accepté de participer à cette webconférence. Je passe la parole sans plus attendre aux garants pour qu'ils nous expliquent la concertation et leur rôle dans cette concertation et celui de la CNDP. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais prendre la parole au nom des 3 garants que nous sommes. Nous représentons et nous avons été nommés donc, par la Commission nationale du débat public qui garantit un droit constitutionnel qui est celui d'être informé et de participer à l'élaboration de décisions ayant un impact sur l'environnement. Cette Commission nationale, c'est une autorité administrative indépendante. C'est important d'insister sur ce point. Donc, elle prend des décisions. Ces décisions s'imposent et enfin, elle est neutre et nous sommes neutres et nous ne sommes pas assujettis à une quelconque organisation, notamment qu'elle soit associative, politique ou économique. Si on peut passer tout de suite à la diapo suivante pour faire vraiment bref. Voilà, donc ce droit dont je viens de parler, il est inscrit à l'article 7 de la Charte de l'environnement. C'est un point extrêmement important. Pour le mettre en œuvre, la CNDP organise et nomme des garants pour garantir ce qu'on appelle des concertations préalables ou bien des débats publics, c'est-à-dire des moments de participation du public qui se déroulent très en amont de toute décision. Si on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, vous connaissez peut-être un certain nombre d'entre vous l'enquête publique. L'enquête publique, c'est vraiment le moment final, juste avant la décision d'autorisation d'un projet ayant un impact sur l'environnement. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la participation aval, la participation, finalement, quand le projet est vraiment ficelé. Eh bien, nous, ce soir, nous sommes dans un cadre différent. Nous sommes dans le cadre d'une concertation préalable sur un grand projet et préalable à quoi? Préalable, justement, à l'enquête publique, c'est-à-dire qui se passe vraiment le plus possible au début d'un processus de projet. Et à ce moment d'un processus de projet, la participation, elle doit porter, c'est la loi qui l'exige, à la fois sur l'opportunité, sur les objectifs et enfin sur les caractéristiques. Ça veut dire que notre discussion de ce soir, elle porte bien sur ces 3 éléments. L'opportunité, c'est-à-dire que c'est le moment de poser la question, faut-il vraiment faire ce projet? Est-ce qu'il est opportun? Est-ce qu'il est utile? Ensuite, quels objectifs il poursuit? Et ces objectifs sont-ils les bons? Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres projets qui pourraient poursuivre les mêmes objectifs? Et enfin, les caractéristiques, qui sont souvent les caractéristiques techniques, la taille de l'infrastructure ou du projet industriel pour ce qui nous concerne ce soir.
les technologies utilisées, les impacts environnementaux tels qu'on peut les connaître à ce stade, etc. Si on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. C'est très important d'être très clair sur ce à quoi cette concertation doit servir. Elle sert en fait à préparer, en tout cas, elle est vraiment à éclairer le décideur. Alors, le décideur, en l'occurrence, il faut être très précis, hein, nous sommes une concertation préalable à la décision d'autorisation administrative du projet. Et donc, c'est bien l'État qui décidera in fine d'autoriser ou non ce projet. Mais bien entendu, l'autre décideur dans notre projet de ce soir, c'est Orano, l'entreprise qui porte ce projet, qui est donc le porteur de projet. Après la concertation, qui se terminera le 9 avril, les garants que nous sommes publieront un bilan qui fera état de l'ensemble des arguments, des propositions, des questions qui auront été émises par le public. À ce bilan, le porteur de projet, Orano, aura, dans un délai de 2 mois, il répondra à l'ensemble de ces propositions, questions et recommandations des garants. Et enfin, la Commission nationale du débat public rendra, elle, un avis en termes, finalement, elle évaluera la qualité de la réponse du maître d'ouvrage, du porteur de projet qui est Orano. Si Orano décide, à l'issue de l'ensemble de cette phase, de poursuivre le projet d'une façon ou d'une autre, en le modifiant à la marge ou de façon substantielle, alors la concertation se poursuivra et la CNDP nommera à nouveau des garants pour que la participation du public continue jusqu'à l'enquête publique. C'est un point important, la participation. Ce n'est pas juste des moments et puis ensuite un grand silence. La participation, c'est un continuum, c'est un processus continu jusqu'à l'enquête publique. On va poursuivre, s'il vous plaît, avec la diapo suivante. Les quelques principes que nous souhaitons respecter, que nous essayons de respecter, nous sommes dans une concertation dont les modalités ont été décidées par la Commission nationale du débat public. Et donc, les 6 principes qui sont à l'écran s'imposent. Neutralité, indépendance, je crois que j'en ai déjà parlé. La transparence, c'est important. L'ensemble des échanges que nous avons sont publics et sont rendus publics sur le site Internet de la concertation. Et ils ont vocation à être publics. Tous les échanges sont publics. Peut-être un tout petit point important sur les 2 principes suivants, l'argumentation et l'égalité de traitement. C'est très important. Dans les réunions garanties par la CNDP, nous vous demandons systématiquement d'exposer les arguments. Donc, ce ne sont pas seulement des avis ou des positions, mais quand vous avez un avis ou une position, d'expliquer pourquoi. C'est un point très important. Et le 5e principe, l'égalité de traitement, entre guillemets, qui que vous soyez, quelle que soit votre fonction, si vous pouvez éventuellement représenter des personnes, une association, une entreprise, une collectivité, bien, ce n'est pas, ça ne pondérera pas votre parole. Vous avez tous le droit à la même parole et à être entendu, puisque ce qui compte, ce sont vos arguments. Et le bilan que nous ferons, d'ailleurs, ne comptera pas le nombre de personnes représentées ou le nombre de personnes qui auront dit ceci ou cela, mais nous ferons vraiment ce qu'on appelle un bilan des arguments pour bien saisir à quoi finalement aura abouti la concertation. Ce n'est pas un sondage, ce n'est pas une enquête d'opinion. Enfin, pour terminer, l'inclusion. Les modalités de cette concertation sont les plus inclusives possibles. Donc, nous avons ici une webconférence qui a été aussi organisée dans le but de permettre à des personnes qui sont loin du Tricastin, qui sont loin du site, de réfléchir et de pouvoir contribuer et participer à cette concertation et donner leur avis. Et aussi, au vu du sujet de ce soir, bien entendu, qui concerne les questions géopolitiques et commerciales, qui sont des questions éminemment nationales et surtout internationales en réalité. Et c'est pour cela que nous avons souhaité cette modalité particulière de discussion, qui est une discussion via Zoom. Si on peut passer à la diapo suivante. Voilà. Nos 3 photos qui expliquent simplement que nous accompagnons donc ce processus. Nous sommes nommés par la CNDP, nous rendrons compte et nous ferons le bilan de cette concertation. C'est très important aussi, du coup, d'insister pour vous dire que si, pour une raison quelconque, vous avez besoin d'une information que vous n'arrivez pas à obtenir, si pour une raison quelconque vous n'êtes pas satisfait ou vous souhaitez proposer des modalités de concertation complémentaires ou des façons d'échanger qui ne vous conviennent pas, vraiment, on vous demande, s'il vous plaît, de nous contacter. Vous avez l'ensemble de nos contacts sur le site internet de la concertation. Et on va passer enfin à une dernière petite diapo très courte, s'il vous plaît. Voilà, pour vous expliquer aussi la façon dont la réunion de ce soir et cette concertation se situent dans un certain nombre d'ensembles de discussions qui ont lieu par ailleurs ou qui ont eu lieu par ailleurs sur les questions énergétiques. Donc, le projet d'Orano est évidemment un projet industriel particulier qui correspond à un objectif commercial et industriel tout à fait précis, mais nous avons souhaité aussi replacer cette discussion dans un ensemble
de discussions, de concertations ou de débats publics qui ont eu lieu ou qui ont lieu sur les questions énergétiques. Aujourd'hui, ces questions sont très fortes dans le débat, très fortes dans la presse, elles mobilisent beaucoup de personnes. Et on souhaitait donc vous faire simplement un petit rappel des autres moments où on peut parler d'énergie en général, de nucléaire en particulier, et bien avoir en tête que l'ensemble de ces sujets, à un moment donné, s'articulent dans un projet de loi donc de programmation énergie et climat qui devrait se dérouler, qui devrait en tout cas être étudié par le Parlement en milieu d'année 2023, qui est un petit peu la loi et la politique publique qui articulera l'ensemble des décisions, des projets et des planifications de projets sur la question énergétique au sens très large. Enfin, si je crois que c'est la dernière diapo, je vais juste me permettre un dernier élément. Vous me confirmez que c'est la dernière diapo, je crois. Oui, tout à fait. Un tout petit élément qui est important, c'est de vous inviter à la réunion de synthèse du 4 avril. Bien préciser que notre réunion de ce soir est un moment important. C'est un peu un moment où nous allons toucher à ce qui fait, en tout cas du point de vue d'Orano, tel qu'ils l'ont exprimé, ce qui fait l'essence même de l'opportunité de leur projet, c'est-à-dire un projet qui doit répondre à un besoin émanant de clients électriciens répartis de par le monde. Cette réunion est donc très importante, mais l'ensemble de ce qui se sera dit ce soir et de ce qui s'est dit dans les autres réunions précédentes sur les questions environnementales, sur les questions du parcours du combustible, sur un certain nombre d'autres points, seront repris et ramassés et on espère articulés à la réunion du 4 avril. La réunion du 4 avril se déroulera avant la fin de la concertation, c'est le 9 avril, je vous le rappelle, mais on souhaite vraiment vous inviter à participer à cette réunion du 4. Ce sera la réunion d'une certaine manière où on pourra articuler l'ensemble des arguments et l'ensemble des sujets qui auront été traités. D'ici là, et très rapidement, notre réunion de ce soir sera mise en ligne pour que toutes les personnes qui n'ont pas pu participer puissent prendre connaissance des échanges qui seront, j'espère, et j'en suis certain, très riches. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente réunion, des échanges très, très constructifs et instructifs. Merci de ces précisions, ces explications. Je vous propose qu'on diffuse maintenant la petite vidéo qui présente le projet en quelques minutes. Quel est le rapport entre le conflit russo-ukrainien et l'extension de l'usine d'enrichissement Georges Best 2 ? On va vous expliquer. L'uranium sert de combustible aux réacteurs nucléaires. Le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine pourrait perturber et même interrompre la fourniture d'uranium enrichi russe aux centrales nucléaires occidentales qui l'approvisionnent aujourd'hui à hauteur de 30%. Dans ce contexte, certains producteurs d'électricité nucléaire souhaitent sécuriser leurs approvisionnements. La demande en uranium enrichi occidental devrait donc augmenter en substitution aux approvisionnements russes. D'ici 2028, la production devra s'adapter pour éviter que le combustible ne vienne à manquer. Dans le monde, 4 fournisseurs sont capables d'enrichir l'uranium utilisé pour produire de l'électricité. 2 sont européens, dont l'entreprise française Orano, numéro 3 mondial. Que fait Orano en matière d'enrichissement ? En France, l'entreprise Orano enrichit l'uranium sur le site du Tricastin, dans son usine Georges Best 2 qui comporte 2 unités de production. Aujourd'hui, pour répondre aux besoins du marché et à ses contrats, Orano produit 7,5 millions d'UTS. L'UTS, c'est l'unité qui sert à quantifier l'uranium enrichi. Pour satisfaire la nouvelle demande, Orano propose d'augmenter sa production pour atteindre sa pleine capacité, 11 millions d'UTS. En quoi consiste le projet ? L'usine Georges Best 2 compte actuellement 14 modules de production. Orano propose d'en rajouter 4. Ils seraient identiques à ceux existants et installés sur une zone déjà prévue à cet effet dès la construction de l'usine dans les années 2000. Que se passerait-il si on ne faisait rien ? Ne pas augmenter la capacité de production ? Cela reviendrait à laisser le monopole aux concurrents européens. Quelles seraient les alternatives ? Implanter l'extension ailleurs en France ou aux États-Unis ? Il n'existe pas d'infrastructure aussi avancée. Il faudrait donc construire une usine complète. Choisir une autre technologie que celle utilisée au Tricastin ? La centrifugation reste à ce jour la méthode la plus éprouvée et la plus économe en énergie et en eau. Voici les grandes lignes du projet d'Orano. Pour en savoir plus, participez à la concertation et donnez votre avis lors des rencontres publiques
et sur le site www.projetextensiongb2.fr. Voilà, après ces quelques éléments vidéo, je propose à Monsieur Pétieux de présenter le projet un peu plus en détail dans le contexte géopolitique et ses enjeux commerciaux. Bonjour à toutes et à tous. Donc Jacques Pétieux, directeur général d'Orano Chimie Enrichissement, donc la filiale d'Orano qui s'occupe de la conversion et de l'enrichissement de l'uranium. Donc effectivement, on vous a préparé une petite présentation pour expliquer dans quel contexte nous voulons faire ce projet, quel contexte énergétique, concurrentiel, effectivement géopolitique. Alors premièrement, on s'inscrit dans un contexte où le nucléaire est vu par un certain nombre d'États comme une énergie complémentaire aux énergies renouvelables pour faire une énergie pilotable et décarbonée. Donc comme un des moyens de lutter aussi contre le réchauffement climatique. Donc vous voyez sur cette page plusieurs scénarios issus de différentes entités. Ça peut être l'AIEA, donc l'Agence internationale de l'énergie atomique. UX est une institution indépendante des producteurs et des électriciens, qui est une agence qui à la fois publie les prix de l'uranium, mais aussi des études sur le marché du nucléaire. Bon, l'Agence internationale de l'énergie, et puis le WNA, qui est l'association des producteurs et des électriciens nucléaires. Vous voyez que tous prévoient plutôt des scénarios médians qui sont à la hausse, le plus bas d'entre eux étant celui du X pour le scénario médian et prévoyant une croissance de 36%. Alors évidemment, vous avez des scénarios, l'éventail des possibles est très large, avec des scénarios beaucoup plus optimistes et des scénarios plus dégradés avec une quasi-stabilité de la base installée nucléaire. Alors on a choisi de retenir celui du X à la fois parce que c'est le plus prudent. Je vais passer à la page suivante, Aurélie. À la fois parce que c'est celui qui est le plus prudent et celui qui nous permettait d'analyser par zone géographique les besoins d'enrichissement, puisque ce scénario d'énergie nucléaire se traduit après en besoin d'enrichissement pour les réacteurs. Et donc, vous voyez ici les différentes strates par zone géographique des besoins en enrichissement. Donc, si on part par le bas, vous voyez que l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord sont relativement stables. C'est-à-dire que les nouvelles constructions, en gros, compensent les fermetures de réacteurs. Vous avez ensuite le Japon, qui lui est en croissance, mais en fait, il faut savoir qu'il n'y a que 9 réacteurs sur les 50 qui fonctionnaient avant Fukushima qui ont déjà redémarré, et le Japon prévoit d'en redémarrer une trentaine. Donc, d'où une forte augmentation du Japon entre maintenant et 2040. Bon, l'Europe de l'Est, c'est une certaine stabilité aussi. La Corée, qui a changé de politique récemment, avec un changement politique et qui maintenant réaffirme son soutien dans le nucléaire et dans les nouvelles constructions. Et puis une zone Afrique et Moyen-Orient qui se développe. Alors, il y a déjà des réacteurs aux Émirats, mais l'Arabie saoudite annonce aussi un programme nucléaire. Voilà, l'Amérique du Sud et l'Inde restent assez marginaux pour le moment. Et puis, alors, vous avez la grosse part du gâteau qui est la Chine. Donc, c'est toute la partie rouge clair en haut. Donc là, clairement, une augmentation très significative du parc nucléaire. Les Chinois sont sur la route qu'ils ont tracée et suivent l'augmentation de leur programme. Et vous voyez que la Russie est relativement stable. Alors déjà, ici, on peut dire que les deux pavés rouges du haut sont des marchés qui nous sont fermés. Donc, globalement, c'est un monopole de l'enrichisseur chinois en Chine et puis de l'enrichisseur russe en Russie, avec une certaine asymétrie, puisque si ces marchés nous sont fermés, rien n'empêche ces producteurs de vendre sur les marchés occidentaux. Donc le marché qu'on adresse, ce sont plutôt effectivement les strates colorées en dessous des parties rouges. Alors, on a l'impression que c'est une stabilité, mais enfin, on part quand même de 33 millions d'UTS pour aller vers 40 millions. Donc, c'est quand même une augmentation de 20% entre maintenant et 2040, soit l'équivalent de l'usine d'enrichissement actuelle du Tricastin. Alors, maintenant, quels sont les acteurs de ce marché? C'est un marché qui est très concentré puisqu'il n'y a que 4 enrichisseurs aujourd'hui, 2 enrichisseurs européens, Urenco et Orano. Urenco étant beaucoup plus gros que nous, puisqu'il représente à peu près 30% de la capacité mondiale, là où nous représentons 12%.
Mais c'est exactement la même technologie parce que nous la partageons avec Urenco à travers une filiale qui s'appelle ETC et qui fabrique les centrifugeuses. Vous avez Rosatom, donc l'enrichisseur russe qui est le plus puissant avec 43% des capacités installées. Et puis l'enrichisseur chinois, CNNC, qui représente 13% et qui, pour le moment, a plutôt vocation à servir son parc domestique. On voit très peu les Chinois sur l'export. Ce qui veut dire que le marché occidental est partagé entre trois grands producteurs aujourd'hui, Urenco, Orano et Rosatom, et nous présentons la part la plus faible de ces producteurs. Et vous voyez sur la droite, alors la part de la Russie dans l'approvisionnement de l'Europe, donc 31% en 2021, ça c'est le rapport Euratom 2021, et puis 28% aux États-Unis, donc c'est le rapport du Department of Energy, c'est-à-dire le ministère de l'énergie américain, qui indique qu'en 2021, 28% de l'uranium enrichi livré aux États-Unis provenait de Russie. Donc effectivement, une forte part de la Russie qui, évidemment, dans un contexte de conflit russo-ukrainien, pose beaucoup de questions, à la fois aux autorités politiques, mais aussi aux électriciens. Si on passe sur la page suivante. Alors justement, ce cadre réglementaire, quel est-il? Alors aux États-Unis, il y avait déjà ce qu'on appelait le Russian Suspension Agreement, qui avait été… c'est un accord entre la Russie et les États-Unis qui prévoyait, donc bien avant la guerre en Ukraine, en octobre 2020, une limitation des importations russes sur l'enrichissement, puisque les Russies s'inquiétaient effectivement de la part trop grande de la Russie, et donc un objectif de baisser de 25% cette part à 15% à l'horizon 2030. Donc ça, c'était déjà inscrit avant la guerre en Ukraine, mais évidemment, la guerre en Ukraine, vous voyez, on vous a mis une citation de certains sénateurs dans le bas du slide. Depuis la guerre en Ukraine, les États-Unis, évidemment, s'interrogent sur cette dépendance partielle à la Russie et veulent la réduire le plus vite possible. Et des sénateurs américains ont introduit il y a quelques jours un projet de loi visant à n'avoir plus d'uranium russe à partir de 2028, ce qui suppose évidemment des fournitures par les autres enrichisseurs occidentaux. Donc on verra comment ce projet de loi prospère au Parlement américain. Mais en tout cas, il y a clairement un objectif côté américain de réduire cette dépendance partielle à la Russie. En Europe, après la chute du mur de Berlin, et au moment où les frontières se sont ouvertes par rapport aux exportations russes, là aussi, les ministres de l'époque des Affaires étrangères ont souhaité contrôler quand même ces importations venant de Russie et avaient fixé dans une déclaration dite de Corfou à 20% la part des Russes. Mais cette déclaration n'est pas contraignante. Euratom, l'agence européenne d'approvisionnement, est en charge de la mettre en œuvre, mais elle n'est pas vraiment contraignante juridiquement. Et au moment où l'Europe intégrait beaucoup d'anciens pays de l'Est, de l'ancien bloc soviétique, cette part a augmenté parce que ces électriciens des pays de l'Est étaient très dépendants de la Russie puisque le design de leur combustible venait de Russie puisque c'était des réacteurs russes. Donc la part a progressivement monté au-delà de 20% en Europe. Mais là aussi, il y a une prise de conscience des autorités européennes à travers la Commission européenne qu'effectivement, cette dépendance pouvait présenter un risque et qu'il convenait d'augmenter les capacités et de conversion et d'enrichissement et de fabrication de combustible pour rendre l'Europe plus indépendante de la Russie. Donc c'est vraiment dans ce contexte où on s'inscrit. Donc là, c'est le contexte réglementaire, mais dans le même temps, vous avez les électriciens aussi qui, de leur côté, soit aussi pour des raisons effectivement de sécurité d'approvisionnement, soit pour des raisons d'image, soit parce qu'ils anticipent ces mouvements réglementaires, souhaitent clairement se diversifier et très peu d'électriciens, enfin voire pas du tout, d'électriciens occidentaux ne souhaitent signer de nouveaux contrats avec Rosatom, l'enrichisseur russe. Si on passe sur la page suivante. Voilà. Donc, dans ce contexte, on a simulé ce que donnerait une réduction des parts de marché de la Russie sur les marchés
seulement européens et américains. Donc aujourd'hui, la part de marché des Russes représente 7,8 millions d'UTS, c'est la colonne de gauche. Et si la part de marché des Russes baissait à 10%, il faudrait 5 millions d'UTS de plus produits par des enregistreurs occidentaux pour compenser cette baisse de la part de marché des Russes. Et si nous passions les Russes à 0%, il faudrait compenser l'ensemble des 7,8, enfin l'arrondi fait 7,9 millions d'UTS pour compenser cette baisse. Donc, il y a besoin de nouvelles capacités d'enrichissement occidental si on vise une réduction de la part de marché des Russes. Alors, Orano, dans ce contexte, c'est la page suivante, Aurélie. Orano, dans ce contexte, était déjà diversifié. Orano ne vend pas que EDF. Vous voyez que le chiffre d'affaires français ne représente que 30% de nos ventes pour la filiale Orano Chimie Enrichissement. Vous avez 27% de notre chiffre d'affaires qui est fait avec les États-Unis, 25% avec l'Asie, donc c'est essentiellement le Japon et la Corée, et puis 10% avec les autres pays d'Europe, et puis le Moyen-Orient, c'est-à-dire en gros les Émirats qui ont quelques réacteurs nucléaires. Vous voyez, on avait déjà un portefeuille de clients très diversifié, et c'est à ce portefeuille diversifié de clients que nous souhaitons répondre, puisque nous avons des demandes des clients pour justement réduire la part de marché des Russes et commander plus auprès d'Orano. Donc, ces discussions sont en cours. Et le marché, alors le marché évidemment de l'enrichissement avait commencé à se redresser à partir de mi-2018, alors sous l'influence effectivement déjà de prise de décision de certains pays plus favorables au nucléaire, donc avec l'annonce de nouvelles constructions, donc ça avait commencé à se redresser, mais évidemment, le prix de l'enrichissement a littéralement doublé au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, puisque l'ensemble du marché s'est inquiété effectivement de la disponibilité de l'enrichissement russe. Et donc le signal prix donné par le marché est extrêmement important. Et le prix, ce prix redevient dans une zone, rejoint une zone où il est possible effectivement d'envisager des augmentations de capacité, ce qui n'aurait pas été le cas avec des prix autour de $60. Cela n'aurait pas été rentable, mais avec des prix sur le niveau d'aujourd'hui, on peut effectivement envisager des augmentations de capacité dans le monde occidental. Si on passe sur la page suivante, Aurélie. Donc dans ce cadre-là, nous souhaitons effectivement utiliser une réserve foncière qui existait depuis le début, puisque ce projet existait avant Fukushima, de passer la capacité de l'usine du Tricastin de 7,5 millions à 11 millions, mais avait été gelée suite à l'accident de Fukushima et à l'arrêt d'un certain nombre de réacteurs. Donc l'objectif de cette extension, donc vous l'avez compris, c'est effectivement de répondre aux besoins de nos clients qui souhaitent diminuer la part russe de leur approvisionnement et de répondre aussi éventuellement aux demandes réglementaires, politiques qui sont faites dans ce cadre-là. Et donc, nous envisageons de créer 4 modules exactement identiques à ceux qui sont existants. C'est la même technologie et donc, il n'y a pas de risque technologique associé à ce projet. Alors, par contre, effectivement, nous souhaitons sécuriser notre investissement et son financement à travers des contrats clients que nous sommes en train de négocier. Il reste aussi à la concertation à se dérouler, puisque nous pourrons remettre notre modification du dossier d'autorisation de création de l'INB qu'à l'issue de cette concertation. Il reste aussi à valider cet investissement par le conseil d'administration qui s'attachera à vérifier que nous avons effectivement contractualisé une majorité de cette extension avec nos clients. Et l'objectif est de produire assez rapidement, puisque les besoins de nos clients sont rapides pour se diversifier. Donc, dès 2028, je crois qu'on a un calendrier derrière détaillé. Voilà. Donc, nous sommes là tout à fait dans la première étape de ce projet qui sera suivi, comme je l'indiquais, effectivement, fin 2023, une remise à l'issue du débat, une remise du dossier, la modification du dossier d'autorisation de création à l'autorité de sûreté, puis une enquête publique qui aura lieu au premier semestre 2024
donc enquête publique après l'autorisation par le conseil d'administration qui devrait avoir lieu avant la fin de cette année 2023. Et puis nous anticipons un début des travaux, c'est-à-dire le génie civil, au troisième trimestre 2024. Et puis après, encore le processus réglementaire avec le décret de modification de l'INB. Et puis une première mise en service en 2028 pour une capacité entière de l'extension atteinte en 2030. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce projet qui est effectivement beaucoup plus motivé par le contexte géopolitique que par le contexte de croissance du nucléaire, même si, s'il se confirmait, ce serait un plus, ce projet. Merci, merci de ces éléments. On va passer à notre premier temps d'échange avec le public. En termes d'organisation très concrète, pour prendre la parole, vous pouvez lever la main. Les micros sont coupés pour des questions d'organisation et éviter les bruits parasites. Mais bien évidemment, on réactivera vos micros autant que de besoin. Donc, quand vous souhaitez intervenir, vous pouvez lever la main. Alors, selon les logiciels, c'est soit dans réaction, soit dans participant. Donc, vous pouvez cliquer sur lever la main. Et puis, au fur et à mesure, je réactive votre micro. Quand j'active votre micro, vous devez vous aussi l'activer de votre côté. Vous avez une manipulation à faire pour activer votre micro. Et puis ensuite, vous pouvez vous exprimer autant que vous le souhaitez. Sur notamment les éléments qui viennent d'être présentés par Monsieur Pétu. Donc voilà, si certains d'entre vous souhaitent commencer dès maintenant, sachant qu'on aura un deuxième temps d'échange, je précise également qu'il y a un chat dans lequel vous pouvez écrire si vous le souhaitez et que les garants relayeront oralement les questions si besoin. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent soit poser des questions de précision, de compréhension, soit peut-être faire une observation, une contribution sur le projet qui vient d'être présenté et sur plus largement ce contexte avant qu'on passe à la table ronde entre les associations. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez intervenir. Je laisse à chacun peut-être le temps de s'approprier, pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude, ce mécanisme de lever la main et d'ouvrir le micro. Mais a priori, j'ai pas de... Je vérifie pour ne pas frustrer quelqu'un, mais je pense qu'il n'y a pas de demande de prise de parole à ce stade. Ni de questions ou d'observations dans le chat, si ce n'est effectivement Toff qui fait, je m'excuse, j'utilise votre surnom, mais comme c'est le nom que vous donnez, je l'utilise sur le caractère confidentiel de cette webconférence. Monsieur Balland, allez-y, je crois que vous pouvez... Oui, merci beaucoup. Justement, je souhaitais réagir à la remarque de l'internaute en ligne sur la dimension confidentielle de cette webconférence. Effectivement, on aurait pu espérer un peu plus de participants. Alors, le point important, je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'ensemble de ces éléments sont enregistrés et sont disponibles assez rapidement sur le site internet de la concertation, ce qui quand même est un point important pour nous parce que ça veut dire que les échanges que nous avons là, et notamment les informations que M. Pétieux vient de données sont du coup, à partir de maintenant, dans le domaine public et accessibles pour tous. Alors effectivement, c'est un peu dommage parce que l'échange pourrait être peut-être plus fourni s'il y avait plus de monde, mais le point important, c'est que ce n'est pas seulement un one-shot en quelque sorte, ce n'est pas seulement un moment, mais c'est aussi une trace. Et nous pourrons d'ailleurs nous en resservir lors de la réunion de synthèse du 4 avril. Voilà, donc c'était un petit point. Quant aux causes et aux raisons pour lesquelles il y a peut-être un petit peu moins de monde, c'est toujours pareil, hein, on ne peut pas forcer les personnes à venir. On a essayé, je crois, de communiquer le plus largement possible, mais c'est vrai dans un temps quand même assez contraint. Et il est vrai que la participation est un peu moins importante qu'espéré. Dernier point, ce n'est pas le seul endroit où on discute de ces points-là, et toutes d'autres modalités sont développées et déployées pendant la concertation, notamment en allant vers les personnes et en leur posant un certain nombre de questions. Alors, si vous me permettez simplement, du coup, puisque nous avons recueilli déjà de nombreux avis et de nombreuses questions sur le sujet, la question de la dépendance, en tout cas, ou en tout cas le lien avec les Russes, il me semble que M. Pétieux, je voulais vous remercier d'une part de la précision et des éléments tout à fait
concret que vous mettez à disposition du public de cette façon. Il y avait néanmoins, dans les premiers échanges qu'il y a eu dans les réunions précédentes, un appui, en tout cas, de la part d'Orano sur, et donc je vais me permettre de relayer, si vous me permettez, simplement les échanges qui ont déjà eu lieu auparavant, qui concernaient véritablement les électriciens américains, c'est-à-dire le sentiment et l'expression à plusieurs reprises de la part d'Orano que les clients prioritaires, les premiers clients, ceux vraiment qui sont finalement, qui vont justifier ou qui justifieraient en tout cas la décision d'Orano d'investir, étaient les clients américains. Vous nous avez néanmoins parlé de la déclaration de Corfou, qui était un point important, et du souhait, en tout cas, du fait que la part de marché russe qui devait être limitée à 20% à l'époque de la déclaration de Corfou a depuis en réalité finalement augmenté. Est-ce que vous pourriez nous éclairer le public sur les perspectives que vous voyez plus précisément du côté européen et non pas seulement américain, et à quel terme il vous semble que les autorités européennes s'engagent véritablement dans une réduction de cette part de marché? Est-ce que c'est le même rythme que les Américains? Est-ce que c'est toujours dans le cadre de la déclaration de Corfou? Est-ce que c'est un autre texte qui pourrait venir et être plus contraignant que la déclaration de Corfou? Voilà, je vous pose des questions un petit peu en vrac, mais dont en fait finalement le point essentiel, c'est de savoir si la locomotive de votre projet, c'est plutôt les États-Unis ou si c'est véritablement les États-Unis, mais également l'Europe occidentale. D'accord. Alors, oui, alors je vous confirme qu'effectivement, notre projet a vocation à servir tous les électriciens occidentaux. Il est vrai qu'à la date d'aujourd'hui, les clients américains sont dans une dynamique qui est plus proactive que les clients européens. Les clients européens sont dans une dynamique à très court terme, puisqu'effectivement, ils craignaient une rupture d'approvisionnement venant de la Russie. Les clients américains raisonnent à moyen long terme, voyant de toute façon que le gouvernement américain aura une politique très stricte sur les importations russes. La Commission européenne, vous l'avez vu, fait des déclarations. Il n'y a pas encore beaucoup d'actes. Et là, je suis en mal de vous répondre parce que je suis mal placé. C'est une question plus pour les politiques. Je suis mal placé pour vous répondre à quel moment, effectivement, elle compte prendre des décisions sur des quotas, sur ce qu'on veut, des droits de douane, des restrictions. Là-dessus, nous avons une déclaration politique qui est quand même relativement claire de la Commission européenne sur la volonté de réduire la dépendance. Nous sommes dans l'attente de voir comment cela va se traduire en termes d'actes réglementaires. Alors, néanmoins, certains clients sont quand même actifs pour sécuriser leur approvisionnement moyen terme, y compris en Europe. Merci. Merci de ces précisions. Je ne vois toujours pas de main levée. Peut-être que, sauf un regret, je vous propose peut-être qu'on passe tout de suite à la table ronde et puis on reviendra sur… Il y aura un deuxième temps d'échange qui est prévu et qui sera peut-être l'occasion de revenir sur des sujets. Donc, on va débuter cette table ronde qui donc porte sur le thème qui est en lien avec le thème de notre réunion. Évidemment, le projet est-il opportun dans le contexte géopolitique actuel avec les associations qui ont bien voulu être parmi nous ce soir. Donc, je redonne le nom des associations qui sont présentes ce soir. Donc, Pauline Boyer pour Greenpeace, André Dubois pour PNC France, Valérie Faudon pour la SFEN. Et voilà, effectivement, Madame Boyer, on va commencer par la vidéo de Négawatt, que j'excuse à nouveau Monsieur Marignac qui n'a finalement pas pu être présent ce soir, mais qui a prévu une petite vidéo alors qu'on a reçu pendant le début de nos échanges. Donc, on va la passer en espérant que la technique soit avec nous ce soir et qu'on ne rencontre pas de difficultés pour la charger. Donc, Naïs, si tu peux essayer de passer la vidéo de Négawatt. Voilà. Bonjour, bonsoir, et pardon de ne pas être avec vous. Si je m'exprime à travers cette vidéo, c'est que malheureusement, je ne suis pas en mesure de me joindre directement à vous pour cette réunion de concertation. Je voudrais malgré tout, même si je ne suis pas en mesure du coup
coup de réagir directement aux propos d'Orano, du maître d'ouvrage, apporter un éclairage et peut-être élargir la question du géopolitique associé au nucléaire, en commençant simplement par rappeler que depuis 70 ans que la production nucléaire d'électricité existe, elle n'a jamais fourni plus de 3% de la consommation finale d'énergie dans le monde et qu'elle n'a jamais été exploitée dans plus de 33 pays. Pourquoi ces chiffres ? Parce que en fait, les technologies et les matières nucléaires, de par leur caractère qu'on dit proliférant, c'est-à-dire la possibilité de détourner leur utilisation civile à des fins militaires, fait l'objet internationalement de fortes limitations de son usage, de son partage, et de fait, par contraste extrêmement fort avec les énergies renouvelables qui sont partout, le nucléaire est une énergie très peu partagée et très peu partageable. C'est même historiquement, sans doute, pendant la guerre froide, le principal, cette raison géopolitique, à la fois l'accès à la puissance symbolique d'être un exploitant nucléaire, mais aussi le risque lié à une trop large dissémination de ces activités, qui a été à la fois le principal moteur et le principal frein du développement du nucléaire pendant la guerre froide. C'est donc clairement une des activités qui génère, d'un point de vue géopolitique, les interdépendances entre États qui signent notamment des accords pour la moindre coopération ou, a fortiori, l'exportation de réacteurs. Donc un levier d'interdépendance les plus fortes et les plus durables entre États. Une fois qu'on a posé ça, comment regarder la proposition d'Orano d'augmenter la capacité d'enrichissement à Georges Best II sous ce prisme géopolitique? À première vue, lorsque on rappelle que Rosatom détient aujourd'hui, je crois, pratiquement 45% de la capacité mondiale d'enrichissement, c'est un mouvement qui peut viser à réduire cette mainmise, à augmenter l'indépendance de la France et par extension des États européens dans ce domaine, mais ça ne sera que de façon limitée et surtout, ça n'empêchera pas sans doute l'expansion de l'influence russe autour de ces sujets, puisque en fait, si on la remet en perspective et si on l'envisage dans une action dans des conséquences plus systémiques et à plus long terme, la proposition d'Orano, elle revient en fait à entériner ce régime géopolitique d'influence, de ségrégation entre États qui accèdent à cette puissance nucléaire civile et États qui en sont écartés, de logique également de géopolitique de risque associés à la sécurité ou l'insécurité de ces activités. Donc voilà, c'est entériner un régime géopolitique dont on peut sérieusement questionner à l'heure de l'avènement de la transition énergétique et des énergies renouvelables le bien fondé. Et puis surtout, dans le cadre de ce régime géopolitique d'influence nucléaire, eh bien, encourager par ce geste le maintien et le développement d'activités nucléaires dans le monde, c'est en fait dérouler un tapis rouge à la Russie lorsqu'on sait qu'elle est de très loin le leader dans le marché d'exportation de réacteurs et de services associés. Aujourd'hui, il y a 59 réacteurs en construction dans le monde. 24 d'entre eux le sont non pas par les filières domestiques, mais à travers une exportation. Et sur ces 24, 20 le sont par la Russie. C'est dire la mainmise de la Russie dans ce domaine. Et donc, derrière l'apparence
d'une action de réduction de l'influence russe. L'effet probable de la décision projetée par Orano sera d'encourager une course au nucléaire dans le monde qui ne fera en réalité que favoriser la mainmise de Rosatom. C'est donc, d'un point de vue géopolitique, clairement un but contre son camp. C'est en tout cas, à mon sens, sous cet angle qu'il faut envisager cette perspective. Merci de votre attention. Bien, on remercie Monsieur Marignac de nous avoir adressé cette vidéo qui, la technique étant avec nous ce soir, a pu fonctionner. Je propose maintenant alors on est parti sur l'ordre alphabétique des associations, donc je propose à Madame Boyer pour Greenpeace de débuter le tour de table avec les associations qui ont pu participer, donc Greenpeace, puis ensuite ce sera André Dubois pour PNC France et puis Valérie Faudon pour la SFEN. L'idée étant qu'on fasse un premier tour de table pour que chacun puisse un peu à la manière de Monsieur Marignac se présenter son association et puis dire en quelques mots son point de vue, sa perception du sujet, et puis ensuite que chacun puisse rebondir et se répondre pour avoir un débat en présence du public qui ensuite pourra intervenir à nouveau. Madame Boyer pour Greenpeace, si vous voulez bien intervenir. Alors, je vérifie. Est-ce que votre micro fonctionne? Voilà, ça y est, ça fonctionne. Oui. Bonsoir à toutes et tous. Suite à cette présentation, je vais commencer par dire que donc, le scénario sur lequel se base le projet est loin d'être un scénario qui est acté. Aujourd'hui, la consultation de débat public qui a eu lieu sur la relance d'un programme nucléaire n'a même pas rendu sa copie au gouvernement et les débats n'ont pas encore eu lieu au Parlement. Et étant donné que se baser sur une augmentation, en tout cas sur la relance de réacteurs nucléaires et la poursuite d'un programme nucléaire en France, alors qu'aujourd'hui, la solution serait de sortir du nucléaire pour aller vers un mix énergétique 100% énergie renouvelable. Donc, ça ne paraît pas approprié pour Greenpeace d'agrandir l'usine d'enrichissement de Georges Bess, puisque l'énergie nucléaire n'est pas adaptée face au dérèglement climatique. Il n'y a aujourd'hui aucune étude sérieuse qui a étudié la vulnérabilité du dérèglement climatique des centrales nucléaires jusqu'à 2100. Or, aujourd'hui, on arrive dans une période, et les scientifiques disent une période complètement inconnue. Et donc ça d'une part, et d'autre part, l'objectif aujourd'hui, d'ici à 2030, c'est la réduction de moitié des émissions de gaz à effet de serre. Et ça va seulement être possible si on met en place une filière de développement des installations d'énergie renouvelable très rapidement. Et donc, au lieu de mettre des moyens sur le nucléaire, c'est plutôt, il va bien falloir en mettre pour la sûreté nucléaire des réacteurs qui sont encore en fonctionnement, bien sûr, mais la majorité devrait être mise sur les renouvelables. Donc, nous ne sommes pas d'accord sur la base en fait du projet. Et nous avons aussi un questionnement par rapport à la souveraineté énergétique, ou en tout cas le degré d'indépendance à la Russie que permettrait ce projet, puisque ça n'a pas été évoqué, mais l'uranium naturel, en 2022 en tout cas, il y a bien eu un tiers d'uranium enrichi en provenance de Russie, ça a été dit dans la présentation, mais nous avons également 43% d'uranium naturel qui provient du Kazakhstan et d'Ouzbékistan, dont la majeure partie
passe sur le sol russe et donc transite via Rosatom, ce qui nous rend dépendants pour quasiment la moitié de notre approvisionnement en uranium naturel qui est la base du processus d'enrichissement. Donc, il y a un questionnement là-dessus. Et par rapport au lien avec la Russie et Rosatom, il est maintenant très documenté que les liens se font sur toute la filière de l'industrie nucléaire avec Rosatom. Donc, on est sur certainement un petit morceau de tout ça. Donc, est-ce que, voilà, on se pose vraiment la question, est-ce que la raison qui est la première invoquée, la raison géopolitique, tient-elle vraiment la route? Et nous avons aussi un autre questionnement sur les déchets, en tout cas l'uranium appauvri qui est classé comme matière valorisable, mais avec un gros questionnement quand même sur le fait de requalifier en tout cas une partie en déchets, puisqu'on a aujourd'hui 324 000 tonnes d'uranium appauvri qui est stocké sur les sites de Bessines et Pierre-Latte. Et donc, l'enrichissement, la continuité de l'enrichissement d'uranium viendrait faire agrandir ces stocks. Et pour nous, il est urgent d'arrêter de produire des déchets nucléaires. Et je vais m'arrêter là pour cette première présentation. Très bien, je vous remercie de ces premiers éléments. Monsieur Dubois pour PNC France. Je vous propose de vous présenter et puis de la même manière, en quelques mots, de présenter votre perception du projet et du contexte. On va activer votre micro. Voilà, je l'ai activé, parfait. C'est bien. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir donc, sur cette conférence qui permet donc aux simples citoyens que je suis donc, de participer à cette réunion aussi importante pour notre avenir. Je fais partie de l'association PNC France. Je suis adhérent à PNC France, qui défend donc le patrimoine nucléaire et le climat. D'ailleurs, le climat avant le patrimoine nucléaire, d'ailleurs, c'est comme ça. Je fais partie aussi d'un certain nombre d'autres associations de riverains dans mon environnement proche. Et on travaille beaucoup sur l'artificialisation des sols, la pollution atmosphérique, le bruit, etc. Puis, pour donner une petite note un peu plus gaie, je suis aussi secrétaire général de la truffe du site remarquable du goût, de la truffe et des truffières du Castres. Vous voyez, donc on peut associer un petit peu tout ça. Donc, mes remerciements aussi, donc après, la CNP, c'est aux responsables d'Orano pour les informations qui nous sont délivrées, informations de qualité qui nous permettent d'avoir une vision pour les non-spécialistes et avec des liens qui nous permettent d'aller plus loin sur les questions techniques si on en ressent le besoin. Et comme je ne suis pas spécialiste, je voulais remercier aussi un membre de PNC France qui est M. Dominique Greneche, qui a bien voulu me passer quelques informations sur ces sujets et répondre à un certain nombre de mes questions. Intervenir sur un contexte géopolitique et enjeux commerciaux du projet, c'est une gageure pour un non-spécialiste. Le faire en quelques secondes, c'est encore une autre gageure, mais on va y arriver. Et puis, le changement de programme a fait que c'est une troisième gageure. Donc, c'est un petit peu difficile pour le simple citoyen que je suis, mais on va y arriver. Je voulais simplement dire que nous militons souvent donc, pour les enjeux climatiques, et ces enjeux climatiques sont renforcés par un contexte de recherche de souveraineté énergétique qui prend toute son importance avec une électrification issue des moyens bas carbone, pilotables, qui doivent répondre aux demandes industrielles, artisanales et domestiques en termes de coût et de qualité d'alimentation. Si l'on veut diminuer effectivement notre empreinte carbone, il est évident qu'il faut mettre en œuvre des moyens d'électrification en France, qui est un moyen bas carbone à partir de l'industrie nucléaire, puisque c'est l'industrie la moins carbonée, et que cette disposition va conduire à moyen terme donc à une augmentation des demandes d'enrichissement d'uranium.
De nombreux pays intègrent le nucléaire. Bon, moi, j'ai cette vision des choses. Hein. Donc, dans leur mix énergétique, l'Agence internationale de l'énergie atomique prévoit un doublement de la production nucléaire d'ici 2050. Et d'autre part, le GIEC nous dit que nous n'arriverons pas à décarboner la planète si nous ne faisons pas avec l'industrie nucléaire. Certes, cette industrie nucléaire ne pourra pas être mise en œuvre partout sur la planète, c'est évident, mais partout où on peut le faire, je pense qu'il faut le faire parce que c'est un des moyens les plus efficaces de lutter contre la pollution atmosphérique par le CO2. Les autres moyens, on le voit dans les pays environnants, éoliens en particulier, éoliens et solaires qui sont des énergies intermittentes, conduisent à l'utilisation du gaz en backup et produisent dans des quantités de CO2, voire de méthane, encore plus polluant, dans l'atmosphère. Donc là, on a un gros problème à résoudre. Je voulais dire aussi que les technologies, toutes ces technologies, qu'elles soient donc renouvelables ou nucléaires, vont conduire à une tension mondiale sur les matériaux, les terres rares et métaux rares pour les énergies renouvelables intermittentes, l'uranium pour le nucléaire. Et de manière concrète, il faut s'attendre donc à des tensions sur les prix liés à des besoins croissants et à l'épuisement progressif des ressources, ainsi qu'à l'émergence d'une nouvelle géopolitique de l'énergie pour l'accès à ces matériaux, qui prendra place de la géopolitique du pétrole et du gaz. On va remplacer les uns par les autres. Donc, dans ce contexte, la souveraineté énergétique redevient une priorité, et ce d'autant plus qu'on est situé sur du temps long, plusieurs décennies, et que les alliances entre les pays peuvent évoluer sensiblement. Donc la souveraineté énergétique est un point incontournable de l'avenir. Et pour le renouvelable, pour les batteries et pour le nucléaire, le recyclage et l'utilisation des matières en attente d'utilisation vont contribuer à une partie importante des ressources de demain. Et je ne considère pas, moi, l'uranium appauvri comme un déchet. Voilà, ça c'est une différence importante. Je ne vais pas aller plus loin maintenant, je ne vais pas monopoliser tout le temps, mais je répondrai aux questions après et j'irai un petit peu plus loin si nécessaire. Très bien, je vous remercie beaucoup de ces propos introductifs et je passe maintenant la parole à notre troisième et dernière intervenante pour cette table ronde associative, à Valérie Faudon pour la SFEN. Je vais activer votre micro. Voilà, vous pouvez de votre côté l'activer également pour intervenir. Oui, voilà. Beaucoup de choses. Bonsoir à tous. Donc, la SFEN, nous sommes la Société française d'énergie nucléaire. Donc, nous sommes une association des ingénieurs et des scientifiques nucléaires. Nous sommes une société savante. Donc, beaucoup de choses ont été dites. Donc, je voulais insister sur 2-3 points. En fait, au regard de ce qu'a présenté M. Pétieux, de voir qu'il n'y avait que 4 grands enrichisseurs dans le monde, qu'on mesure la chance qu'on a d'avoir notre propre usine d'enrichissement en France, ce qui nous garantit réellement une indépendance et ce qui fait qu'on n'est pas dans la même situation que même les Américains ou les autres partenaires européens qui sont vraiment dans une situation de dépendance vis-à-vis de la Russie pour leur enrichissement. Donc, je voudrais rappeler, ça a été dit par un intervenant EDF dans une autre session, que même si tout l'enrichissement n'est pas fait sur l'usine d'Orano aujourd'hui, dans l'enrichissement du combustible en fait qui va dans nos centrales, c'est pour des raisons de diversification et de robustesse de la chaîne d'approvisionnement. Et vraiment, cette usine nous donne une réelle robustesse et une réelle indépendance énergétique. Donc, je voudrais d'abord donc saluer ce point et dire que donc non seulement elle nous garantit notre sécurité dans la crise actuelle, mais elle nous permet aussi d'aider d'autres partenaires de l'OCDE. Et donc, cet accroissement de production va nous permettre d'aider les Américains ainsi que nos partenaires européens à être moins dépendants des Russes. Donc, je pense que le scénario et la trajectoire qui a été retenue pour faire les prévisions semblent robustes. Il faut savoir aujourd'hui qu'on sait que les Américains vont étendre leur parc actuel au moins jusqu'à 80 ans. On a énormément d'annonces au niveau européen, soit pour des prolongations
d'exploitation. Je pense la Belgique avait annoncé qu'elle fermait 7 réacteurs, maintenant elle va en garder 5. Et des constructions neuves. Je rappelle qu'il y a 11 pays qui se sont regroupés au sein d'une alliance au niveau de la Commission européenne pour suivre le développement du nucléaire en Europe. Donc, je pense que les prévisions sont robustes. Et je voudrais dire aussi, puisque ça a été évoqué, que bien sûr, les centrales nucléaires sont tout à fait robustes aussi par rapport au réchauffement climatique. Donc, on ne voit pas du tout de risque sur ce sujet. On rappellera que la plus grande centrale américaine est au milieu du désert de l'Arizona. Et que si on prend le cas du Rhône, qui est juste à côté donc, de l'usine du Tricast, il y a eu le 5 mars dernier, donc il y a à peine 10 jours, une très intéressante étude, donc quand je vous invite à lire et à parcourir, de l'agence Eau-Rhône Méditerranée Corse, donc de l'agence qui gère, l'agence publique qui gère l'ensemble du bassin de la vallée du Rhône, et qui donne les consommations des différents acteurs ainsi que des informations extrêmement intéressantes sur le Rhône. Et donc, je voudrais vous donner 2 chiffres. Donc, la consommation des 4 centrales nucléaires qui sont sur le Rhône équivaut à un débit de l'ordre de 2 mètres cubes par seconde pour un fleuve qui fait en moyenne 1700 mètres cubes par seconde. Voilà, vous voyez les ordres de grandeur. Et au niveau du bassin, les centrales nucléaires représentent à peu près 2% des consommations d'eau sur l'ensemble du bassin. Voilà, donc voilà, donc on est quand même dans un modèle extrêmement robuste, sachant que bien sûr les centrales françaises, si besoin était, et bien sûr il y a un plan d'adaptation à l'étude chez EDF, pourrait en plus s'équiper de dispositifs typiquement comme l'ont fait les centrales américaines dont je parle. Voilà, donc c'était les 3 points sur lesquels je voulais intervenir. Merci. Bien, merci à chacun de ces quelques mots d'introduction. On va revenir d'ici une dizaine de minutes vers le public qui aurait éventuellement des questions complémentaires, mais ce serait peut-être intéressant que vous puissiez dialoguer entre vous sur ces différents sujets. Moi, je ne sais pas si vous souhaitez déjà réagir les uns aux autres en ayant en tête que voilà, la question, peut-être qu'on peut essayer d'y répondre très explicitement chacun, c'est est-ce que ce projet est opportun dans ce contexte géopolitique. Voilà, n'hésitez pas à dire oui ou non, c'est peut-être un petit peu simpliste, mais voilà, à avoir cette réponse. Et puis, si certains souhaitent, entre vous, vous souhaitez réagir aux propos des uns et des autres, Madame Boyer, alors je réactive votre micro. Allez-y. Oui, merci. Bon, nous, bien sûr, on est opposés à ce projet. Je voulais, pour les raisons que j'ai évoquées avant, je voulais donc, juste pour comprendre, donc, vous considérez qu'il n'est pas opportun dans ce contexte, hein, c'est bien ça? On considère qu'il n'est pas opportun dans ce contexte, okay. Et que il est urgent aujourd'hui de sortir du nucléaire et pour ça de mettre toutes nos forces dans le développement des énergies renouvelables, dans des grands plans de sobriété, parce qu'on ne peut pas continuer à consommer de la manière dont on consomme aujourd'hui. On utilise beaucoup trop de ressources naturelles et le dérèglement climatique est lié à l'effondrement de la biodiversité. Et donc, en se focalisant uniquement sur le nucléaire et le développement de cette technologie, on ne prend pas en compte tout ce qu'il faut faire pour sortir des énergies fossiles, puisque c'est aussi de ça qu'il s'agit. Nous avons une obligation d'avoir des résultats rapidement en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et ça n'est pas possible avec le nucléaire. Et même le nucléaire, aujourd'hui, freine la transition vers un mode de vie plus sobre. La France est le seul pays en Europe à ne pas avoir atteint ses objectifs de développement d'installation d'énergie renouvelable parce qu'elle mise sur le tout nucléaire. Donc, continuer à développer des projets qui continue à faire croire que le nucléaire est une solution et qu'on en a besoin, eh bien, c'est ralentir la transition énergétique. Et là, les prévisions des scientifiques, elles sont de pire en pire. Ça veut dire que, en fait, on devrait aujourd'hui mettre en place
pour les plans de sobriété, pour les changements de mode de vie dans chaque secteur de la société, ce que le gouvernement essaye a priori de mettre en place dans le secteur du nucléaire. Donc, on se trompe complètement d'objectif. Et c'est pour cette raison que nous sommes opposés à ce projet. Et d'autre part, le nucléaire ne permet en aucun cas la souveraineté énergétique. Nous n'extrayons pas d'uranium naturel en France. Nous serons toujours dépendants des pays étrangers qui nous fournissent de l'uranium naturel. Donc, il faut arrêter de dire que le nucléaire permet une souveraineté énergétique, parce que c'est faux et que ce n'est pas possible. Donc, j'aimerais qu'on arrête d'utiliser cet argument. Et d'autre part, le GIEC ne dit pas qu'on a absolument besoin de nucléaire, ça c'est complètement faux aussi. Et que même que les politiques énergétiques qui permettent de développer les tissus économiques locaux, qui permettent d'avoir des retours d'expérience très rapides, ce qui n'est pas du tout le cas du nucléaire, on le voit bien, permettent et qui tiennent en compte, tiennent en compte un objectif de justice sociale, permettent des changements beaucoup plus durables et beaucoup plus adaptés. Merci. Merci beaucoup. Peut-être que Madame Faudon ou Monsieur Dubois souhaitent réagir sur la question du mix avec les ENR. Et puis, alors sur l'indépendance et la souveraineté par rapport à l'uranium naturel, je ne sais pas si vous voulez développer également, mais peut-être sur le mix avec les ENR, vous avez des choses à dire. Madame Faudon? Oui, absolument. Oui, je voulais préciser que l'indépendance énergétique, c'est certainement pas l'autarcie. C'est des supply chains, chaînes d'approvisionnement en français, qui soient solides. La France n'a aucune mine sur son sol, donc elle est même incapable de produire rien sans importer. Voilà, donc je voulais le dire. Ce qui est vraiment important, c'est la diversification. Et Orano est particulièrement bien placé pour son autre activité, qui est son activité de mine, puisque Orano a un approvisionnement diversifié et on a même une double diversification puisque EDF est aussi diversifié par rapport à Orano. Donc, de ce point de vue-là, c'est extrêmement solide. Je voulais rappeler que dans le plan qui nous a été présenté, ce plan ne repose pas sur un accroissement du nucléaire en France, mais bien sur l'approvisionnement de clients étrangers. Donc, il s'agit d'exporter de clients étrangers qui, eux, souhaitent se diversifier par rapport aux Russes. Voilà, donc c'est pas le débat n'est pas un débat sur le nucléaire en France. Le débat est est-ce qu'on souhaite vendre plus à nos clients étrangers et les sortir de la situation complexe dans laquelle ils sont. Voilà. Monsieur Dubois, peut-être en lien avec les ENR, puisque vous avez une vision climat, dans PNC, il y a le climat. Oui, tout à fait. Je voudrais simplement dire que lorsque l'on condamne la France pour ne pas avoir atteint ses objectifs, on confond les objectifs et les moyens. Mettre un certain nombre de moyens en service ne fait pas réduire forcément les gaz à effet de serre, nos émissions de gaz à effet de serre. On peut prendre l'exemple de nos voisins allemands qui ont un taux d'énergie renouvelable supérieur à la puissance installée, qui est supérieur à la puissance de notre parc nucléaire et qui pollue 4 à 5 fois plus que nous. Donc, je ne vois pas actuellement dans le monde un pays qui parvient à s'alimenter, à alimenter toute sa population, à produire des richesses avec simplement des ENR. Ça, je ne le connais pas. Donc, peut-être qu'on pourra me renseigner là-dessus. Donc là, on confond tout à fait les objectifs et les moyens. Je pense que c'est un gros problème, quoi. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Mais je n'ai pas noté, alors c'est un petit peu compliqué. Mais je reviendrai un peu là-dessus, un peu plus loin. Sur l'indépendance, peut-être, la sur souveraineté vis-à-vis de l'uranium naturel. Oui, alors, si vous voulez, comme l'a dit Madame Valérie Faudon, on n'a pas de mine sur le sol français. Donc, que ce soit l'uranium, que ce soit les métaux rares, les terres rares qui seront nécessaires donc à la production
d'énergie renouvelable intermittente, c'est-à-dire le solaire et l'éolien, on ira chercher ces métaux, ces terres rares à l'étranger. Donc, je ne vois pas en quoi actuellement cela va nous sauver et va nous rendre dépendants. Ça nous rend dépendants de deux choses. Ça nous rend dépendants de ces métaux et terres rares et ça nous rend dépendants d'une énergie qui doit venir en backup des énergies renouvelables, qui est essentiellement le gaz actuellement. D'ailleurs, les producteurs de gaz militent fortement pour les énergies renouvelables parce que pour eux, c'est une richesse supplémentaire. Hein. Ils peuvent développer leur production grâce aux énergies renouvelables intermittentes, c'est-à-dire l'éolien et le solaire. Donc, je ne vois pas en quoi cela est une solution. Et le scénario RTE 100% renouvelable qui a été réalisé avec beaucoup de petites recommandations en annexe et en petit caractère montre simplement que pour l'ensemble, pour réaliser ça, eh bien, on est simplement au stade de laboratoire et encore, il n'y a rien d'industriel là-dedans. L'extension d'Orano actuellement, c'est quelque chose qui... On a une technologie qui est robuste, on a une technologie qui a fait ses preuves. On n'est pas dans un temps actuellement où on doit, un temps long, où on a le temps de faire des choses. L'urgence climatique, si on dit que c'est de l'urgence climatique, il est bien nécessaire aujourd'hui d'aller très vite et d'accélérer un petit peu pour réduire au maximum les productions donc, de CO2. Et quand il faut être un petit peu pragmatique, on regarde simplement quels sont les moyens de production qui sont les moins carbonés, et puis on les met en œuvre. Et au moins, on va résoudre, ou on essaiera de résoudre cette problématique du climat. D'autant qu'à l'échelle mondiale, parce qu'il faut bien regarder ça à l'échelle mondiale, la demande d'énergie ne va pas cesser de croître pendant peut-être 1, 2 décennies, 3 décennies, je ne sais pas. Là. Parce que les pays émergents vont certainement vouloir, et c'est normal, atteindre un certain niveau de vie, je ne veux pas dire forcément de confort, mais de niveau de vie. Alors nous, on peut baisser un petit peu, bien sûr, et il faut faire les efforts nécessaires pour baisser, donc être un peu plus sobre, mais là, c'est de la sobriété consentie, ce n'est pas autre chose. Et pour faire ça, eh bien, mettons en place les moyens décarbonés qui nous permettent de décarboner l'ensemble de notre production. On s'intéresse toujours à l'énergie électrique, alors que c'est la moins carbonée en France. On est à 95% décarboné, et c'est là qu'on veut mettre tous les efforts pour décarboner notre énergie. Il y a bien d'autres choses à faire actuellement pour décarboner nos émissions, pour décarboner notre système en France. Merci. Il y a le transport, il y a l'habitation, etc. Alors qu'on s'attaque à quelque chose qui est 95% décarboné, c'est quand même un peu problématique. Je vous Ça tient propose... de l'idéologie. Merci de votre réaction. On s'achemine vers la fin de notre table ronde avant de revenir vers le public. Je vous propose que peut-être chacun dise un mot de conclusion. Madame Boyer souhaitait réagir également et je vous propose que chacun, dans le même ordre, fassiez un mot de conclusion avant qu'on repasse la parole au public, qui aura peut-être également des commentaires et des réactions à vos échanges. Madame Boyer, j'ai réactivé votre micro. Il faut que vous cliquiez de votre côté également. Voilà, parfait. Ah oui, bon, de toute façon, le débat, ce n'est pas sur le mix énergétique a priori, donc je ne vais pas répondre à M. Dubois sur la question ou sur le côté de l'idéologie. J'ai 3 questions. J'ai une question que j'ai posée déjà sur qu'est-ce qu'on fait de l'uranium appauvri, du coup, qui est enrichi, et donc est-ce qu'il appartient au client, est-ce qu'il appartient à Orano déjà, voilà, je ne sais pas, et où est-ce qu'on le stocke. Ma deuxième question, c'est est-ce qu'Orano va rompre ses contrats avec Rosatom et est-ce qu'Orano a déjà informé Rosatom que les contrats allaient être rompus? Merci. C'est bien noté pour la suite. Madame Faudon, peut-être si vous avez quelques mots de conclusion de notre table ronde avant de revenir vers le public. Non, je voulais dire que c'est vraiment un très bon projet et que donc on a hâte de le voir venir. Voilà. Merci. Monsieur Dubois, encore quelques mots de conclusion?
Alors, en conclusion, je voudrais simplement dire que, effectivement, Orano l'a dit, hein, Orano a une démarche très prudente. Moi, je dirais qu'actuellement, on est sur du temps long. Il serait intéressant de peut-être que nos responsables, alors pas simplement Orano, mais l'ensemble de nos responsables prennent des positions plus marquées, parce qu'on aura, je pense, comme les projections l'ont montré, besoin de plus d'uranium enrichi à l'avenir, que l'on a des producteurs actuellement, par exemple Urenco, on a quand même des gens qui sont dans Urenco, qui ne sont pas forcément non plus des pro-nucléaires, donc de l'avenir à ce niveau-là. Et on pourrait prendre, je pense, des parts de marché beaucoup plus importantes, sachant aussi que moi j'ai une interrogation concernant l'Europe de l'Est, c'est-à-dire que l'Europe de l'Est, on a un certain nombre de réacteurs VVER pour lesquels il faudrait qu'on soit en mesure aussi de produire de l'uranium pour nos collègues européens de l'Est et les rendre indépendants de la Russie. Merci à vous trois de votre participation et de ces éléments que vous avez bien voulu partager avec nous. Je propose qu'on repasse la parole au public. Peut-être qu'on peut d'ores et déjà répondre aux questions de Madame Boyer qui s'adressait directement à Orano avant de reprendre des questions dans le public. Monsieur Pétieux, peut-être si vous souhaitez apporter des éléments aux questions qui ont été posées par Madame Boyer sur l'uranium appauvri et sur les contrats avec Rosatom. Oui, tout à fait. Donc, sur l'uranium appauvri, alors la pratique de marché fait que les enrichisseurs deviennent propriétaires de l'uranium appauvri. Donc, c'est vrai pour les 4 enrichisseurs que je vous ai cités. Et nous avons en France à peu près 337 000 tonnes d'uranium appauvri entreposées à Pierre-Latte et à Bessines en vue d'une réutilisation future. Sur les contrats avec Rosatom, je peux vous confirmer que nous n'avons plus de contrats en cours pour de l'importation ou de l'exportation de matières nucléaires en provenance de Russie ou vers la Russie. Donc, il n'y a plus de contrat entre Rosatom et Orano sur ce sujet-là. Je vais aussi répondre à Monsieur Dubois sur les Européens de l'Est. Effectivement, leur grosse dépendance, parce qu'effectivement, ils ont des réacteurs VVER donc construits par les Russes du temps où ils appartenaient au bloc de l'Europe de l'Est, avant la chute du mur. Et effectivement, ils étaient en difficulté puisqu'ils avaient un design de combustible complètement dépendant de Rosatom. Et Rosatom leur disait, si on veut bien vous fournir le combustible, c'est-à-dire les gaines qui entourent l'uranium enrichi, mais à condition que vous nous preniez aussi l'uranium enrichi. Alors, ce monopole est en train de disparaître petit à petit parce que Westinghouse a développé un design pour les réacteurs VVER, ce qui fait qu'on peut commencer à vendre. On avait déjà quand même des contrats, certains clients s'étaient quand même diversifiés, mais on a de plus en plus de contrats avec des clients d'Europe de l'Est, effectivement, d'uranium enrichi avec l'Europe de l'Est. Donc, ils vont maintenant avoir des moyens de se diversifier par rapport à l'uranium enrichi russe. Voilà ce que je voulais dire en réponse aux trois questions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions dans le public ? À nouveau, n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez vous exprimer, que ce soit pour poser une question, que ce soit pour vous adresser à Orano, maître d'ouvrage, ou que ce soit pour peut-être réagir aux propos et au débat qui a eu lieu entre les associations. Donc, à nouveau, pour lever la main, vous devez aller dans réaction ou participant selon votre version de Zoom, lever la main et moi, j'activerai votre micro pour que vous puissiez vous exprimer autant que vous le souhaitez. Monsieur Balland, peut-être pour les garants. Oui, merci. Je profite. Madame Boyer, je crois, est encore en ligne. Et oui, je voulais simplement, il y a eu plusieurs éléments qui ont été apportés. Et il me semble que le rôle de cette réunion, c'est d'aller un peu au fond des controverses, et notamment sur la question du lien entre l'uranium naturel qui passe par le Kazakhstan et Rosatom. Donc, Madame Boyer a affirmé tout à l'heure que cet uranium naturel
était en fait, si j'ai bien compris, Madame Boyer, vous me confirmerez, était passé par la Russie et était donc sous le contrôle de Rosatom. Et M. Pétieux vient d'affirmer au contraire qu'il n'y avait pas de contrat avec la Russie. Est-ce que vous pourriez l'un et l'autre nous préciser les sources à partir desquelles vous vous exprimez pour que le public puisse vraiment comprendre si oui ou non, de l'uranium naturel venant du Kazakhstan et d'une façon ou d'une autre, transite d'une façon ou d'une autre par la Russie ou par un acteur russe quel qu'il soit, Rosatom ou un autre. Merci de cette clarification. Madame Boyer, j'ai réactivé votre micro peut-être pour que vous précisiez votre pensée et puis Monsieur Pétieux pourra également apporter les éléments pour Orano. Allez-y, Madame Boyer. Oui, donc tout est dans le rapport que Greenpeace a sorti samedi dernier, qui s'appelle « La Russie, plaque tournante de l'uranium ». Et donc, ce sont des données qui sont disponibles soit auprès des douanes françaises, soit auprès du site Comtrade, pardon. Et donc, en 2022, dans l'ensemble, quand on additionne l'uranium naturel importé en France en provenance du Kazakhstan et d'Ouzbékistan, on atteint 43% du total des importations d'uranium naturel. Et la majeure partie de cet uranium transite via la Russie. Rosatom contrôle intégralement le transport des matières nucléaires en Russie, donc nous sommes dépendants de Rosatom pour le transport de l'uranium naturel à hauteur de quasiment 43% en 2022. Merci de ces précisions. Monsieur Pétieux, peut-être si vous souhaitez apporter des éléments également. Oui, alors, donc ce que je vous disais, c'est qu'il n'y a plus de contrat en cours entre Rosatom et Orano pour des exportations de matières nucléaires entre la France et la Russie ou de la Russie vers la France. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de matières nucléaires qui arrivent de Russie vers la France. Il y a de l'uranium enrichi qui arrive vers la France, notamment l'usine de Romans de Framatome de combustible, pour après faire du combustible pour différents clients électriciens, puisque l'uranium enrichi n'est pas encore mis sous sanction par la communauté internationale. Donc voilà, mais ce n'est pas l'uranium enrichi pour Orano. Les dernières livraisons se sont terminées en 2022. Alors par rapport à l'uranium naturel, oui, c'est vrai que l'uranium kazakh ou ouzbek qui arrive aujourd'hui en France, et là aussi, ce n'est pas des contrats Orano, hein, c'est des contrats pour nos clients, puisque l'uranium naturel qui arrive en France, il a vocation à être converti dans notre usine et après, éventuellement enrichi chez nous ou ailleurs d'ailleurs. Et en fait, là, c'est pour le compte de clients que cet uranium kazakh ou ouzbek arrive en France. Donc, des contrats passés entre les clients et le mineur kazakh, Kazatomprom, ou le mineur ouzbek. Effectivement, pour le moment, la voie la plus usuelle est de passer par Saint-Pétersbourg. Donc, ça traverse la Russie. Bon, néanmoins, si cette voie venait à se fermer demain, cet uranium kazakh ou ouzbek pourrait passer par la voie du sud, donc le Kazakhstan, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie, et arriver en Europe ou ailleurs chez les autres convertisseurs. Donc oui, il y a ce sujet logistique qui est pris très au sérieux d'ailleurs par Kazatomprom, le mineur kazakh, et il a cherché à effectivement développer cette voie du Sud et a fait un transport l'an dernier pour amener de l'uranium jusqu'au Canada. Je voudrais effectivement prendre attention pour l'industrie, mais qui est en train d'être gérée. Je peux Allez-y, Madame Faudon, et Madame Boyer, effectivement, souhaitait répondre également. Je voulais faire une remarque parce que j'ai lu votre rapport, Madame Boyer. En fait, je crois qu'il y a une grande ambiguïté dans le rapport, et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait plusieurs journalistes qui s'étaient trompés en reprenant votre rapport. Ce n'était pas parce qu'il y a de l'uranium russe, enfin en l'occurrence de l'uranium enrichi russe, qui passe les frontières françaises et qui est enregistré aux douanes, qu'il y a eu un contrat avec une entreprise française. Sont en effet, comme l'expliquait M. Pétieux, des clients de la filière française qui envoient en France des matières pour avoir des services qui leur sont rendus par la filière française, mais ce n'est pas
des contrats français. Voilà. Et je pense que ça, c'est pas bien expliqué, c'est vraiment pas bien expliqué dans votre rapport. Voilà. Et du coup, j'ai vu plusieurs articles qui sont pas du tout clairs là-dessus. Je pense par exemple à l'article du Monde qui dit que la France a importé plus de matières. Non, ce sont des imports. Enfin, ce sont en effet des mouvements de matière qui passent nos frontières et donc sont enregistrés aux douanes. Mais ce n'est pas de la matière qui appartient à des industriels français, c'est de la matière qui appartient à des clients de la filière française. Voilà, je voulais préciser ça. C'est un peu technique, excusez-moi, mais Merci, très Madame. ambigu dans le rapport. Voilà. Madame Boyer souhaitait réagir. Après, je vous propose peut-être qu'on essaye parce qu'effectivement, ça devient peut-être un peu technique, mais vous pouvez évidemment apporter des précisions, Madame Boyer, et puis peut-être on aura d'autres échanges avec le public ensuite. Allez-y. Dans tous les cas, bon, déjà, l'opacité de la filière est telle que c'est... C'est sûr qu'on n'a pas accès au contrat, mais ça ne change rien au fait que vous manipulez de l'uranium russe. Alors, vous pouvez dire que ce n'est pas pour le compte de la France, etc. etc. Il n'appartient plus aux Russes. Nous, les informations qu'on a et qui sont publiques, c'est que la France, elle a apporté à l'auteur de 30% d'uranium enrichi à hauteur de ce dont elle a besoin par an de Russie, et ça c'est d'uranium russe, et ça c'est un fait, et que l'uranium naturel du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan qui est importé en France, il passe par la Russie et en majeure partie, et donc par Rosatom. Ça c'est un fait aussi. Non, je suis désolée. Non, c'est pas parce que de l'uranium... Mais en fait, ce n'est pas la question. La question, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie nucléaire française travaille avec de l'uranium enrichi russe. Et Framatome, d'ailleurs, après notre observation à Dunkerque de l'arrivée du cargo russe Mikhail Dundin, donc le 29 novembre dernier, a admis avoir reçu de l'uranium enrichi russe qu'il allait utiliser pour fabriquer du combustible nécessaire au fonctionnement des centrales nucléaires françaises et de ses clients. Voilà l'information qu'on a eue. Ce que je vous propose pour éviter d'entrer dans un débat d'experts… Oui, mais arrêtez de me couper la parole, Madame Faudon, s'il vous plaît, je vous ai laissé parler. Donc, voilà, donc ça, c'est un fait. Donc, on sait qu'il y a au moins une partie qui est utilisée dans nos réacteurs nucléaires. Et d'autre part, la route dont vous parlez, Monsieur Pétieux, on l'a explorée, bien sûr, puisque ça faisait partie des choses, des questionnements qu'on avait. Mais aujourd'hui, la route, elle représente un quota de 5% par rapport à la capacité de la route russe. Donc, on se demande, il y a des gros défis au niveau des infrastructures qui sont vétustes, au niveau de toutes les douanes à passer de différents pays. Il y a des défis aussi un peu géopolitiques, puisqu'il y a des situations très instables dans des pays avoisinants. Donc, pour l'instant, cette route, elle n'est pas envisageable comme une véritable alternative dans les prochaines années. Mais ça, je pense que vous le savez très bien. Bien, ce que je vous propose peut-être, c'est déjà que effectivement chacun puisse se référer aux sources qui ont été évoquées et peut-être se faire sa propre idée au vu des éclairages que chacun a pu donner sur sa perception des chiffres et des faits, puisque tout le monde n'a pas la même lecture des faits. Hein, je pense qu'on a pu le comprendre. Moi, ce que je trouvais intéressant peut-être, et ça rebondit sur des questions qui avaient été posées dans d'autres réunions, ce que je me permets du coup de relayer des questions qu'on a entendues n'ayant pas de demande de prise de parole. Je m'effacerai évidemment si quelqu'un souhaitait prendre la parole, mais j'avais compris, moi-même étant novice, hein, je me dis que ça peut être intéressant de revenir sur le sujet des quotas. Je crois que vous avez dit que l'Europe n'avait pas de politique de quotas, en tout cas pas contraignante, contrairement aux États-Unis. Peut-être ce qui serait intéressant à comprendre pour le grand public, c'est de se demander, selon vous, qu'est-ce qu'apporterait une politique de quotas si elle était mise en place en Europe, une politique contraignante de quotas? Est-ce que ce serait un plus ou pas si ça devait être mis en place en Europe, pardon, comme ça l'a été aux États-Unis? Chacun peut peut-être apporter son complément, Monsieur Pétieux pour Orano. Okay. Je dirais que, en tant qu'enrichisseur, le fait d'avoir des quotas, je pense à la fois pour nous, enrichisseurs, et pour les clients, s'il y avait des quotas, cela donnerait une meilleure visibilité quand même à tous les acteurs de marché pour savoir justement quel est l'objectif de capacité et dans quel cadre réglementaire ils peuvent agir.
plutôt que cette déclaration de Corfou qui est un peu flottante. Donc, voilà, je pense que c'est l'avantage du système américain, c'est effectivement de donner cette visibilité. Alors après, les Américains sont en train de revoir à la baisse ces quotas compte tenu du conflit. Donc là, c'est effectivement aux autorités de la Commission européenne à fixer le niveau. Mais effectivement, je pense que ça donnerait beaucoup de visibilité à l'industrie d'avoir des quotas, sachant que, je le rappelle, hein, ces marchés sont asymétriques puisque nous ne pouvons pas exporter en Russie, on pourrait dire la même chose de la Chine, hein, et ces deux acteurs peuvent exporter en Europe et aux États-Unis. Donc il y a clairement une asymétrie qui n'est pas tout à fait logique. Merci de ces précisions. Je me permets également de relayer une question qu'on a reçue sur le site Internet et qui concerne directement notre thème de ce soir, qui est de se demander ce qui se passerait si le conflit russo-ukrainien s'arrêtait demain. Quel serait l'impact pour le projet? Est-ce qu'on l'arrêterait puisqu'il aurait plus de sens, ou est-ce qu'il se poursuivrait autrement? Voilà, quel serait la perception? Alors peut-être avant de répondre à la question, Monsieur Dubois, vous leviez la main, je crois. Excusez-moi. Oui, tout à fait. Sur la question précédente, j'imagine. Sur la question précédente, peut-être que je n'ai pas bien opéré là. Vous n'avez pas Si, pas de souci, bien sûr. Oui, je voulais dire qu'effectivement, il y a une tendance lourde qui se profile quand même pour avoir des quotas à l'avenir. Et la Commission européenne, dans le plan REPowerEU, donc demande de diversifier, etc. Donc c'est un peu comme pour Corfou, on n'est pas très ferme, j'allais dire, sur les prix. Et il y a une tendance quand même qui se profile, mais il ne faut pas oublier aussi que la Russie, elle, peut décider de son côté de mettre fin à ses exportations, d'autant que le poids économique des exportations d'uranium enrichi russe vers l'Occident est limité, à l'inverse du gaz. Le gaz, ça coûte assez cher à la Russie, mais l'uranium ne coûterait pas très cher à la Russie et pourrait nous faire quelques dommages. Donc c'est pour ça que je disais qu'il faut accélérer effectivement de manière forte nos capacités d'enrichissement, prendre des parts de marché, être un peu plus avancé, donc, et prendre des parts de marché à Urenco. Donc ça c'est un peu ma vision des choses, parce que les Russes peuvent très bien du jour au lendemain aussi décider de fermer le robinet, comme ils l'ont fait pour le gaz. Et le gaz, c'est une arme importante pour eux parce que ça leur fait rentrer beaucoup d'argent. Et pas le nucléaire. Enfin, de ce que je connais, bien sûr. On pourrait peut-être... Merci de ces précisions, de ces compléments. Sur la fin éventuelle du conflit russo-ukrainien qui interviendrait demain, est-ce que vous auriez, quel impact ça aurait sur le projet? Madame Boyer, bien sûr, aucun problème pour vous reposer une question, bien évidemment. Alors, sur la fin du conflit russo-ukrainien, d'abord, on l'espère tous. Mais je pense qu'il y aurait des réactions différentes suivant les clients. Vraiment, les clients américains sont un petit peu vaccinés et je pense ne reviendront pas facilement vers la Russie. Ça, on y croit guère. Pour les côtoyer régulièrement, on ne les voit pas revenir vers une dépendance même partielle vis-à-vis de la Russie. Donc, je pense que cette part-là du marché risque d'échapper définitivement aux Russes. Les clients européens, j'ai un peu plus de mal à me prononcer. Il y a clairement les clients du Nord, Finlande, Suède, qui sont très, on le voit hein, dans le domaine global de la diplomatie, qui sont très farouchement opposés à la Russie en ce moment. Je pense qu'eux non plus ne reviendront pas rapidement vers la Russie. Je vous renvoie, pour la France, je vous renvoie à l'intervention de M. Garel il y a 15 jours, hein, qui a dit que M. Garel pour EDF. Hein. Voilà, la direction du combustible nucléaire pour EDF, qui a dit que la diversification était pour lui importante. Et pour les autres clients européens, alors c'est là où il peut y avoir une question. Et donc, effectivement, votre question est bonne, et c'est pour ça d'ailleurs que nous souhaitons avoir une bonne part de cette expansion qui soit commercialisée pour que le conseil d'administration puisse prendre sa décision, parce qu'une des remarques qu'il pourrait nous faire, ce serait effectivement de nous dire, bon, mais si tout ça, ça s'arrête, est-ce que vous n'allez pas faire un projet pour rien? Donc, effectivement, nous voulons nous assurer
nous avons bien cet accroissement de part de marché vis-à-vis de nos clients historiques avant de lancer ce projet d'expansion. Donc, nous sommes en train de négocier des contrats très long terme avec eux. Très bien. Madame Boyer avait une question complémentaire. Oui, alors, mais du coup, ce que je ne comprends pas trop, c'est comment fonctionnent les contrats que vous avez, puisque vous dites vous importez de l'uranium pour des clients étrangers. Mais Orano a bien un contrat pour s'occuper de cet uranium. Donc, je me pose la question. Donc, ça veut dire que vos clients étrangers ont un contrat avec Rosatom ou avec le Kazakhstan. Et ensuite, vous les recevez et votre contrat, il est seulement avec le client étranger. Enfin, et vous n'en avez pas avec Tenex qui livre la marchandise. Voilà, c'est juste une demande d'éclaircissement là-dessus parce que je ne comprends pas tellement, en fait. Merci. Oui, Très bien. bah, c'est effectivement cela. C'est-à-dire que l'étape après la mine d'uranium, l'étape qui suit, c'est la conversion de l'uranium. On va transformer cet uranium naturel en UF6. Donc, pour ce qui nous concerne, notre usine, donc le point d'arrivée, ça va être Malvézy, près de Narbonne, où l'uranium naturel va arriver. Alors, il peut arriver du Canada, il peut arriver de Namibie, il peut arriver du Niger, il peut arriver effectivement du Kazakhstan ou de l'Ouzbékistan, par exemple. Donc, nous, on a des clients électriciens, qu'ils soient français ou étrangers, qui nous passent des contrats de conversion. Donc, c'est un contrat de service, hein, des contrats de conversion pour transformer cette matière d'uranium naturel en UF6. Nous ne sommes pas propriétaires de la matière. C'est le client qui est propriétaire de la matière parce qu'il va l'acheter à un mineur. Alors, ce mineur peut être Orano, mais il peut être aussi le mineur kazakh ou le mineur ouzbek. Il achète cette matière et c'est par exemple, le mineur kazakh, Kazatomprom ou ouzbek, qui s'appelle Navoy, qui est en charge d'assurer le transport jusqu'à notre usine de Malvézy en France. Et alors, ça passe effectivement par la Russie. Mais nous ne sommes absolument pas dans ces contrats-là, puisqu'en fait, ce sont le Kazatomprom et Navoy, pour le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, qui sont en charge de transporter cette matière jusqu'en France. Donc, nous n'avons pas de relation à ce titre-là avec Tenex ou avec Rosatom. Merci. Merci de ces précisions utiles. Effectivement, je précise que l'intervention à laquelle M. Pétieux fait référence de M. Garel d'EDF peut être retrouvée en ligne puisque la vidéo de la réunion est disponible pour ceux qui voudraient retrouver les propos d'EDF sur ce sujet. Madame Faudon, vous souhaitiez intervenir également ? Oui, enfin, je voulais dire que justement, ce que vient d'expliquer M. Pétieux, c'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est-à-dire dans le cas décrit par M. Pétieux, l'uranium est bien répertorié comme arrivant dans les douanes françaises, mais pourtant il n'a aucune propriété française, il reste tout le temps la propriété du client, et c'est la même chose pour l'uranium enrichi, qui reste la propriété du client, qui lui a commandé la fabrication de combustible à l'usine de Romans-sur-Isère. Voilà. C'est exactement la même chose, et ce qui explique pourquoi justement il y a une ambiguïté dans le rapport. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'avais une autre question à poser à M. Pétieux, moi de mon côté. C'est que donc, vous avez parlé des commandes, en fait des contrats que vous pouvez demander à vos clients. Est-ce qu'éventuellement, vous considérez leur demander une participation financière à la construction de la centrale, c'est-à-dire à la construction de l'extension? Je pense par exemple à une prise de participation dans le capital de l'usine. Je pensais aux clients asiatiques en particulier, parce que je crois que ça fait partie de leur pratique. Alors, je me permets de compléter votre question avec un point qu'on a également eu. Plus globalement, le citoyen lambda, tous ceux qui sont là autour de la table aujourd'hui, virtuellement, est-ce qu'ils seront amenés d'une manière ou d'une autre à contribuer au financement, puisqu'on évoque le financement du projet, parce que je pense que c'est des questions qui se posent et qui ont d'ailleurs déjà été posées dans d'autres sphères. D'accord. À ce stade, on n'envisage pas de faire participer des clients à cette extension. Alors, sachant qu'on a quand même, l'usine actuelle appartient quand même pour 5%, enfin, c'est 95% Orano, quand même 5% qui se répartissent à 2,5% pour électriciens coréens et 2,5% pour des électriciens japonais.
mais pour l'extension à ce stade, on n'envisage pas de faire participer d'autres clients. Par contre, on peut proposer à des clients des contrats avec acompte, ces acomptes nous permettant d'alléger le financement de cette usine, hein, puisque le coût de cette usine est évalué entre 1,3 et 1,7 milliard d'euros. Alors d'ailleurs, ça me permet de faire la transition avec la question de Madame Pic. Donc en fait, là aussi c'est important d'avoir ces contrats clients parce qu'évidemment ça va permettre de faciliter le financement de cette extension, puisque les banques préfèrent quand même prêter sur la base avec des carnets de commandes bien remplis. Donc pour un financement de projet, c'est plus simple quand on a des contrats clients. Et pour le solde, ça sera sans doute à travers un financement de notre maison mère, Orano SA, qui elle-même se refinance sur le marché obligataire, donc émet des obligations. Donc ce n'est pas le contribuable français qui va payer cette extension, mais c'est à travers de la dette qui sera levée par Orano et qui sera après remboursée à travers les revenus perçus des clients au titre de ces contrats très long terme. Mais là, nous sommes dans le régime normal de toute entreprise industrielle. Merci. Monsieur Cuvillier, donc garant de la concertation, par rapport aux questions du chat. Oui, je voulais relayer une question de Fred à destination de Monsieur Pétieux. Et la question, c'est, au même titre que l'arrêt du conflit, quel pourrait être l'impact négatif sur le projet GB2 et la filière nucléaire en général en cas d'accident post-Tchernobyl, Fukushima, sérieux sur la centrale de Zaporijjia? Alors, l'histoire montre que tout accident nucléaire a des conséquences très importantes sur le marché, parce qu'effectivement, ça refroidit la politique de certains États dans ce domaine. Ça a été le cas après Tchernobyl, où il y a eu une pause dans la construction de réacteurs nucléaires. Il y a eu une relance du nucléaire à partir du début des années 2000. Et puis, l'accident de Fukushima a fait qu'effectivement, il y a eu une nouvelle pause. Bon, donc, effectivement, s'il y avait un problème à Zaporijjia ou ailleurs, ça pourrait être effectivement un effet négatif. Ça aurait un effet négatif sur le marché. Et là encore, hein, la protection que nous voulons avoir, c'est effectivement la signature de ces contrats long terme préalablement à la décision d'investissement. Merci. Je voudrais préciser que les réacteurs de Zaporijjia sont actuellement à l'arrêt. Voilà. Mais bien sûr, il peut y avoir un accident ailleurs. Merci de cette précision qui est utile, effectivement, pour nous rassurer. Je ne vois pas d'autres demandes de prise de parole. A priori, alors, il y avait peut-être des sujets sur la concertation elle-même. Je ne sais pas si messieurs les garants ou madame la garante, vous souhaitez réagir au sujet, aux interpellations sur la concertation elle-même, notamment sur le débat sur le nucléaire qui serait utile d'après un des participants. Et puis, en l'absence peut-être de demande de prise de parole complémentaire, et puis au vu de l'horaire qui nous fait nous rapprocher de la fin de réunion qu'on avait fixée, on peut de toute façon s'orienter vers la conclusion qui est faite par les garants. Madame Barthes, peut-être si vous souhaitez réagir et ou conclure pour notre réunion, puisque nous n'avons plus de prise de parole, de demande de prise de parole en tout cas. D'abord, je souhaite remercier à la fois Monsieur Pétieux pour son exposé extrêmement clair et complet, et l'ensemble des participants à la table ronde. Alors, je regrette effectivement que M. Marignac n'ait pas pu être présent, mais c'est quand même très bien qu'on ait pu avoir sa petite pastille vidéo. Ce que je retiens, c'est que c'est très intéressant de pouvoir débattre de manière très claire, il me semble. Alors, il y a eu quelques questions et quelques remarques dans le chat pour dire que c'est un peu complexe, c'est un peu technique, mais je trouve que
vous avez toutes et tous fait l'effort d'être extrêmement clairs dans vos explications et c'est très bien. On vous en remercie vivement. Hein, et ce qui est intéressant, ce qu'on voit bien, c'est que vos approches sont clairement différentes. Pour certains, la dimension économique et commerciale est primordiale. Pour d'autres, c'est la dimension éthique. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir permis, je ne vais pas faire une synthèse de ce qui a été dit, hein, mais c'est d'avoir permis de voir jusqu'où vous êtes d'accord, sur quoi vous n'êtes pas d'accord, de mettre le point sur les désaccords. C'est une démarche qu'on développe beaucoup à la CNDP sur les débats techniques. Hein, cette clarification des controverses, c'est un point très intéressant. Et de pouvoir le faire de la manière très didactique que vous avez pratiqué ce soir, c'est très très bien. Donc merci à toutes et tous. Un petit point pour l'internaute qui nous alertait sur l'absence de débat sur le nucléaire. D'abord, on peut quand même dire qu'il y a eu 27 octobre au 27 février un débat public sur le programme de relance du nucléaire français par le programme de 6 EPR2 porté par EDF et RTE. Donc ce débat, il a vraiment eu lieu et ça a été un débat qui a permis de poser la question de l'opportunité et donc qui a permis d'élargir plus globalement à la question de la place du nucléaire dans le mix énergétique français. Il y a eu, comme Étienne l'a rappelé tout à l'heure, une concertation portée par le gouvernement avec des garants de la CNDP qui a eu lieu aussi sur un temps plus resserré. Mais donc, ces débats ont lieu. On peut regretter qu'il n'y ait pas peut-être une visibilité plus importante, mais on peut noter que de la part d'Orano, il y a eu des efforts qui sont non négligeable de mise à disposition de cette information et de visibilité de ce débat. C'est des choses qu'il faut améliorer, mais ces débats existent dans la sphère publique. Donc, la réunion qui a eu lieu ce soir est très intéressante. Nous espérons qu'elle sera visionnée par de nombreuses personnes. Je pense que les éléments qui ont été présentés ce soir, on pourra s'en servir pour la réunion de synthèse qui va avoir lieu le 4 avril. C'est une réunion publique en présentiel à Orange et avec une capacité aussi de s'inscrire à distance. Donc voilà, merci à toutes et tous et on vous donne rendez-vous très bientôt. Peut-être que vous voulez rappeler aussi les rencontres intermédiaires qui ont lieu peut-être à destination de publics plus ciblés de proximité. Merci beaucoup. Pardon, merci. Effectivement, alors les rencontres intermédiaires sont disponibles sur le site d'Orano. Et puis la dernière qui a lieu le 4 avril à 18 h. Merci beaucoup de votre participation. Les vidéos des réunions sont disponibles et les verbatims également à l'issue des réunions publiques. Encore merci de votre participation de ce soir et de la richesse de nos échanges. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bonsoir. Merci, bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir.